Il est l'heure de monter en voiture. Sur le siège de droite, Christine Revaud d'Allonne-Bonnefoy. Bonjour, vous êtes eurodéputée de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, ici au Parlement européen. On va faire un peu de transport multimodal en quelque sorte avec vous, Christine, vu que nous allons évoquer ensemble à la fois le scandale Volkswagen, ça sera notre côté voiture avant d'embarquer dans un train, et pas n'importe quel train, non, le nôtre sera privatisé, l'occasion pour nous de revenir sur la libéralisation du rail. On commence avec Volkswagen. Je le rappelle pour nos auditeurs, fin septembre, l'Agence fédérale de protection de l'environnement américaine a découvert que le constructeur allemand avait équipé ses modèles diesel d'un logiciel capable de tromper les tests de mesures anti-pollution des autorités. Volkswagen a reconnu jusqu'à 11 millions de véhicules dans le monde de sa marque et d'autres marques du groupe qui étaient équipés de ce fameux logiciel tricheur. C'était le premier tour de circuit, si j'ose dire, car après un léger arrêt au stand, nous sommes repartis de plus belle quand le Financial Times a révélé que la Commission européenne savait depuis 2013. Mais qu'a fait l'Europe, Christine Revaud d'Allonne-Bonnefoy ? Le Parlement européen, on était au courant de toutes ces histoires. La Commission aussi le savait et on avait un calendrier législatif qui était bien en amont de la révélation de l'affaire en septembre, puisque dès le printemps, on était en discussion sur le rapport sur les normes d'émissions de polluants. J'étais shadow rapporteur pour mon groupe en commission des transports et j'avais présenté un amendement qui demandait à ce que les tests soient faits en conditions réelles, précisément parce qu'on avait été alerté notamment par une association qui est très performante dans le recueil et la critique de ce que peuvent faire différentes autorités de pollution et notamment la construction automobile, qui s'appelle Transport et Environnement, et qui nous avait alerté sur un certain nombre de recherches qui avaient été faites sur la réalité des émissions qui n'avaient rien à voir avec celles qui étaient vendues sur les magnifiques brochures qui accompagnaient les véhicules à vendre. Donc on avait fait cet amendement qui est passé le 14 juillet, donc c'était bien avant, et ça faisait déjà plusieurs années qu'on était quelques-uns à alerter sur le fait qu'il y avait une distorsion entre la réalité de la pollution des véhicules roulant diesel et ce qui était normalement affiché. Donc l'Europe a fait, certes de la part de la Commission, on peut vraiment regretter, mais on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Pour l'instant, on sait que certains savaient, mais tout le monde ne savait pas. Donc on va partir du principe de la présomption d'innocence pour les autres. En tout cas maintenant, il faut avancer et avancer vite vers des normes très sérieuses de contrôle, des tests en émissions réelles et la mise en place d'une agence indépendante de contrôle de ces différents véhicules qui vont sortir. C'est vraiment fondamental d'avancer vers cette agence européenne indépendante de contrôle. Avancer vite, ça veut dire concrètement quelle échéance ? On a déjà une petite idée ? Alors déjà, sur les tests en conditions réelles, normalement, ils doivent se mettre en place. Alors, quand je dis rapidement, vous allez trouver que c'est pas assez rapide, mais c'est au 1er janvier 2017. Ils ont 1 an pour s'assurer que tous les véhicules qui vont sortir et être vendus en Europe, donc pas forcément de la part de constructeurs européens, ça peut être aussi d'autres marques, mais en tout cas, tous ceux qui seront proposés aux consommateurs européens puissent faire l'objet de tests en conditions réelles. Déjà, si en 1 an on y arrive, c'est une très bonne chose, mais pour nous, ça suffit pas. En tout cas, pour moi, socialiste française, et c'est la position de la délégation socialiste française, on souhaite qu'il y ait un accent un peu plus fort mis vis-à-vis des types de carburants et des types de motorisation qui sont proposés. La motorisation diesel, quand bien même on mettrait des superpots catalytiques, restera une motorisation diesel et pourra être susceptible d'émettre des NOx, ces fameuses fines particules qui sont extrêmement polluantes et extrêmement mauvaises pour la santé de tous. Alors justement, vu qu'on est sur le diesel, Manfred Weber du groupe PPE a déclaré cette semaine que le diesel était une technologie d'avenir. Qu'est-ce que cela vous inspire, surtout dans la dernière ligne droite avant la COP21 de Paris ? C'est dramatique de continuer à penser ça. Je sais bien que l'inventeur du diesel est allemand et donc européen, mais parfois, il faut se dire qu'on avance et avancer, c'est pas continuer avec de l'ancien et c'est pas parce qu'on l'a inventé qu'il faut poursuivre dans cette voie-là. On sait que c'est pas la bonne voie. On a la chance d'avoir une population jeune très importante en Europe. Il y a beaucoup d'étudiants qui aspirent à devenir ingénieurs, qui ont envie de travailler sur ces énergies renouvelables. J'étais à une conférence la semaine dernière avec des jeunes Européens qui avaient envie de travailler dans ce secteur-là. Il faut profiter de cette richesse que nous avons avec ces jeunes pour développer au maximum les différents types de formations possibles et pour permettre d'accéder en recherche et développement vers d'autres types de motorisation. Continuer à travailler sur le diesel pour faire du diesel propre, pour moi, c'est une voie sans issue.
En revanche, on en a plein d'autres qui sont ouvertes et il faut aller vers cela pour avoir une industrie automobile européenne performante, moderne et d'avenir. Les écologistes, tout à l'heure, que j'entendais, s'arrachent un petit peu les cheveux en disant que les États membres sont en train de faire pression pour se laisser des passe-droits et continuer, entre guillemets, de polluer. Vous comprenez leur frustration, ils ont l'impression qu'on va pas assez loin. Vous avez l'impression que réellement, aujourd'hui, on peut faire un pas nettement plus important que celui qu'on s'apprête éventuellement à faire? On peut en faire un et moi je ne mettrai pas tous les États membres au même niveau. Je crois, et j'en suis sûre même, que le gouvernement français s'est positionné très fortement vers une sortie progressive. C'est pas du jour au lendemain parce qu'on va pas dire à tous les propriétaires de véhicules diesel, bah écoutez, vous avez investi 10 000, 15 000, 20 000 euros dans votre véhicule, on va le mettre à la casse et débrouillez-vous pour en acheter un autre. Non, mais progressivement, en indiquant qu'au niveau de la taxation du diesel par rapport à l'essence, on allait petit à petit mettre une remise à niveau et puis faire en sorte de développer les constructeurs dès lors qu'ils font d'autres types de motorisation, le gouvernement français va dans le bon sens. Je pense que c'est pas forcément le cas de tous les États membres et c'est pour ça qu'il faut continuer à mettre la pression. Donc je comprends qu'ils soient déçus. Maintenant, il faut trouver dans le rapport de force que nous avons commencé à créer avec eux les moyens d'avancer plus vite. Et ce qui est dommage, c'est que dans la résolution qui a été adoptée aujourd'hui, les propositions qui étaient faites pour aller plus loin et notamment pour indiquer aux États membres que c'était terminé, on ne pouvait plus subventionner les véhicules au diesel. Malheureusement, cet amendement-là n'est pas passé alors qu'on le soutenait fortement. Très bien, je vous propose qu'on se tourne à présent vers la libéralisation du rail. Tout comme les trains d'ailleurs, elle va rentrer en retard en gare, si on peut dire, et moins forte que ce qu'on pensait. Ça a été une surprise de voir ce qui a été finalement proposé en comparaison de ce que le Parlement avait déjà, lui, imaginé. Alors, moi je suis socialiste. Donc, la libéralisation comme une fin en soi, non, ça marche pas. Faire en sorte qu'on ait un système ferroviaire européen qui fonctionne, ça me va. Mais il faut qu'il y ait un certain nombre de préalables qui soient posés et qui soient garantis. Et c'est la raison pour laquelle je trouve qu'il y a des propositions du Conseil qui me vont bien. Celle qui me va bien, c'est le fait de dire qu'il n'y aura pas une libéralisation dès demain. Ça va se faire de façon progressive parce que... notamment, je parle de la France, mais je crois que l'Allemagne est aussi concernée. On est dans un système très particulier en France avec SNCF qui a le monopole, mais ce sont des agents. Ce sont des agents donc fonctionnalisés d'une certaine manière. Et si aujourd'hui, la proposition telle qu'elle a été votée au Parlement européen l'année dernière était mise en application en France, cela voudrait dire que ces agents seraient dans une situation où leur garantie de l'emploi, tous les avantages sociaux qu'ils ont de leur métier tomberaient. Et ça, c'est pas possible. En revanche, faire en sorte qu'on arrive à une harmonisation et faire en sorte qu'il y ait une concurrence saine plus tard, oui. Mais ça se travaille, on a besoin de temps pour cela et on a besoin de se réunir en trilogue. C'est ce qu'on va faire dès jeudi prochain. Et pendant 6 mois, en tout cas, le calendrier qui est proposé, c'est une réunion par mois jusqu'au mois de mars pour aboutir à un accord sur ce volet politique. Mais la libéralisation, ça fonctionne s'il y a de l'autre côté des garanties, et notamment des garanties sociales. Au Parlement européen, il y a plus d'1 an, avaient été votés 2 amendements qui prévoyaient de protéger et de faire en sorte que les conventions collectives qui étaient applicables aux employés qui travaillaient dans les secteurs ferroviaires qui pourraient se voir racheter si jamais il y avait une mise en concurrence qui fonctionnait, qui puissent conserver les avantages de leurs conventions collectives. C'est une très bonne chose et je le soutiens fortement. Il faut juste savoir qu'en France, les conventions collectives applicables à SNCF ne sont pas abouties. Elles sont en cours de discussion et normalement elles devraient aboutir à la fin de l'année 2016. Donc on n'est pas prêt en France à mettre en place une concurrence qui pourrait avoir des effets sociaux que je ne peux pas soutenir. Donc je suis pour, si déjà ce premier volet-là est discuté où on prend en compte pas simplement le fait qu'on arrive dans une super concurrence, la libéralisation c'est bien. Non, il faut voir les choses avec pas simplement les avantages économiques, mais les avantages sociaux d'autre part. Et puis, il y a aussi un point sur lequel je serai très vigilante, c'est s'assurer qu'un certain nombre de lignes qui ne sont pas considérées comme rentables
parce qu'il n'y a pas suffisamment d'usagers qui pourraient les employer, on considérait il faut les couper parce que en termes économiques, ça vaut absolument pas le coup, donc on les arrête. Donc l'idée d'avoir un transport européen, c'est aussi permettre la mobilité et la circulation de tous les usagers sur l'ensemble du territoire et pas laisser des niches de territoire européen qui ne seraient plus couverts parce que, concurrentiellement parlant, ne serait plus intéressant. Donc il faut faire attention à tous ces ensembles-là pour avoir un vrai système européen. Et donc après, il sera privatisé ou pas. On verra ce que fera effectivement la concurrence une fois qu'elle sera mise en place. Mais il y aura encore la possibilité, ça c'est une proposition qui a été faite par le Conseil et qui me va bien, de voir les lignes sur lesquelles on mettra effectivement en concurrence un certain nombre d'opérateurs et les lignes où on considérera qu'on continuera à fonctionner en marché direct. Donc, il y a une souplesse qui est nécessaire. On ne peut pas du jour au lendemain libéraliser un secteur dans lequel il y a des sources d'emploi considérables et donc l'impact est trop fort pour faire n'importe quoi trop vite. Quand on se place du côté du citoyen, c'est pas facile d'arriver à faire la part des choses. Ici et là, on lit vraiment tout et son contraire. Certains nous promettent des trains ponctuels, moins chers, parfois plus nombreux en région. D'autres nous promettent presque l'apocalypse, des trains supprimés, des trains en retard, des billets plus chers, des emplois en berne. Comment on fait pour rassurer le citoyen au milieu et lui dire que oui, si ça fonctionne, ça fonctionnera correctement parce qu'on aura pris les bons moyens? Je pense que la meilleure façon de bien avancer et de bien fonctionner pour faire en sorte qu'il y ait toujours des trains, que toutes les lignes soient desservies d'une part, qu'il y ait une réelle un respect des horaires, un respect des trains à l'heure qui est aussi très important, un prix qui ne soit pas forcément prohibitif. On voit bien par exemple que les lignes Eurostar, pour les jeunes, c'est absolument pas attractif et qu'ils vont plus facilement soit vers des lignes low cost d'avion, soit vers des lignes de car. Mais voilà, donc il y a tout cet ensemble-là à regarder, plus les personnes qui travaillent dans le secteur ferroviaire et qui doivent continuer à avoir leur garanties sociales qu'elles ont acquises et chèrement acquises. Donc pour avancer là-dessus et pour arriver à un système harmonisé où on prend en compte tous les différents systèmes qui existent dans les 28 États, on peut n'y aller que progressivement et en prenant ce temps de discussion. Et le moment du trilogue est toujours très intéressant parce que le Conseil des États membres, il y aura une présidence, ce sera un peu la fin, on va voir un petit peu la présidence luxembourgeoise, ensuite ce sera les Hollandais qui représenteront les États membres, la Commission qui sera sur sa ligne qui est quand même très libérale au départ, et puis au Parlement européen on est un peu plus diversifié, on va dire. Et je source crois, de tempérance. Voilà, on est plus diversifié et je pense que on sera pas forcément homogène sur le volet politique comme on a pu l'être sur le volet technique du paquet ferroviaire qu'on avait discuté l'année dernière, parce que là, on est vraiment sur des enjeux politiques majeurs. La libéralisation ou pas libéralisation, ça a des conséquences telles qu'on ne peut pas être juste européen ne suffit pas. Après, on a des convictions politiques et on les défend. Et moi, il y a des points sur lesquels qui ont été votés au Parlement en février 2014, donc j'étais pas encore députée européenne, qui politiquement me vont pas. Donc, comme je suis rapporteur dans ce trilogue, je le dirai. Parfait. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accompagnés et éclairés sur ces questions. Merci.